Bonjour à tous et à tous, Élodie Guillaume de chez Aminogramme. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le webinaire portant sur la bioimpédancemétrie en pratique clinique. Je serai accompagnée donc d'Étienne Gouraud qui est responsable en recherche clinique chez Aminogramme et donc de Nadine Figuet qui est nutritionniste diététicienne à l'hôpital de Joseph Durcoing à Toulouse. Donc, pourquoi en fait on fait un webinaire sur ce thème aujourd'hui? C'est parce qu'on sait que la bioimpédancemétrie est aujourd'hui largement utilisée en fait en pratique clinique, mais elle est pas suffisamment exploitée. On fait beaucoup de mesures, mais on ne sait pas toujours quel indicateur regarder pour en fait interpréter concrètement et donc optimiser la prise en charge du patient. Donc aujourd'hui, on va revoir tout ça. On va voir quel indicateur clé repérer en fonction des contextes cliniques, de savoir en fait lire et interpréter un rapport. Donc à travers des cas que Nadine et Étienne vont exposer, surtout en oncologie, dans le suivi de la composition corporelle. Et donc on va vous donner des bonnes pratiques, en fait, comment appliquer les bonnes pratiques en bioimpédancemétrie pour faire en fait de cet outil un outil d'aide au diagnostic et de décision pour vraiment optimiser la prise en charge en fait des patients. Donc je rappelle en fait, sans rentrer vraiment dans la technique, ce que c'est la bioimpédancemétrie. C'est une technique en fait simple, non invasive et indolore, qui est rapide et qui permet en fait d'évaluer la composition corporelle et d'avoir des compartiments comme la masse grasse, la masse musculaire, l'hydrique et tout le statut cellulaire. Donc, pour rappel, chez Aminogramme, donc c'est un laboratoire qui est français, qui a plus de 23 ans d'expertise. On a développé en fait une solution qui est ce Medical Class 2A, qui est le Biodixpert 3 que vous voyez à l'écran, qui est en fait le seul concept 2 en un qui permet de mesurer avec câble ou sans câble. Et donc, on utilise des technologies qui sont en spectroscopie, c'est-à-dire qu'on va balayer un spectre de 1000 fréquences et recueillir un rapport le plus complet puisqu'on recueille jusqu'à 54 données. Donc, comme on a dit, la mesure, ça ne suffit pas. Donc, tout l'enjeu, ça va être aujourd'hui de l'interprétation et de vous accompagner, en fait, à savoir comment interpréter une mesure. N'hésitez pas après à poser vos questions dans le chat et on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin de la session. Donc, je vais passer la parole à Nadine, à Étienne pour exploiter la première étude de cas. Il y en aura deux aujourd'hui. Donc, une première étude de cas clinique. Donc bonjour, je vous présente aujourd'hui donc le cas d'une patiente qui a 74 ans, qui mesure 1,59 m, qui au début de la prise en charge faisait 46,4 kg en octobre 2025 et ensuite faisait 48,7 kg en novembre 2025. Son IMC donc a évolué de 18,4 à 19,3 kg par mètre carré. Donc cette dame en fait avait une perte d'appétit, des apports alimentaires très insuffisants. Elle a aussi un régime sans lactose, sans soja et elle mange très très peu de viande. Donc, au niveau du contexte oncologique, donc elle avait un adénocarcinome anal. Elle a eu une chirurgie en décembre 2025. On peut voir donc au niveau de l'inflammation biologique, la CRP était à 3,3, puis a évolué à 26,7 et 7,1 milligrammes par litre. Une albumine élevée. Alors j'ai juste noté l'albumine, elle a été faite du coup, c'était le 9. Et ensuite, on a eu la préalbumine qui avait été faite le 18 décembre. Au niveau du HANG-GRIP, donc on voit une évolution ça diminue du coup de 26,15 à 23,55. Donc on voit effectivement par rapport aux résultats donc de l'impédance mètre, donc une masse grasse effectivement qui est plutôt basse, enfin qui est diminuée, masse musculaire également diminuée, ainsi que le volume hydrique. Donc malgré que l'IMC donc évolue. Donc moi j'utilise effectivement l'impédance mètre, la solution aminogramme depuis un peu plus de 3 ans. Hein. Ça me permet quand même au quotidien
de voir par rapport aux patients que nous avons très très fragiles, en fait, de voir un petit peu l'évolution donc sur plusieurs jours ou plusieurs mois, voire années. Donc on verra ça sur le deuxième cas. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc au niveau de l'appareil, donc moi j'utilise le XPR 3. Donc c'est celui-ci, je vous le montre quand même. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, donc c'est celui-là. Et j'utilise principalement en fait les câbles. Hein, donc c'est des petits câbles comme ceci. Avec voilà, les électrodes qu'on va poser sur la main et sur le pied afin de faire la mesure. Donc pour moi, c'est très pratique parce que les patients sont souvent très très faibles et donc ça évite de les faire bouger. Maintenant, pour des patients qui sont voilà, qui peuvent se mouvoir plus facilement, on peut mettre l'appareil à la cheville également. Voilà. Donc par contre, la mesure par câble est très très fiable pour information. Voilà, pour moi en tout cas, au quotidien. Donc Étienne, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, oui, c'était plus justement pour compléter en fait ce que tu avais présenté notamment sur non, merci Ellie. Sur la partie, on va dire, tu as présenté la clinique, c'était essayer de faire le lien justement entre la clinique que tu présentais et les résultats de la cible qui sont à droite. Donc l'idée de la cible, en fait, c'est surtout de pouvoir vous donner des informations assez rapides sur l'état du patient pour après pouvoir regarder un peu rapidement. Et là, ce qui est intéressant en fait sur cette cible, c'est que tout de suite, on peut voir que la personne, effectivement, elle a un IMC qui est relativement faible, mais elle est bien hydratée. Par contre, elle a un déficit assez important de masse musculaire de 4 kilos avec une valeur d'Hendrix qui reste élevée, mais quand même, il y a quand même un déficit de masse musculaire qui est assez importante, avec un déficit de masse grasse assez important. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose qu'on peut voir assez rapidement et qui, pour moi, reste logique, enfin reste logique plutôt cohérent, plutôt que logique, qui reste cohérent avec une clinique qui est reliée à un cancer d'une personne assez âgée. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'était pour expliquer un peu. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous donner une lecture rapide des résultats pour qu'après ça puisse adapté au niveau de la prise en charge. Alors, au niveau donc de ce graphique, on voit effectivement donc rapidement aussi l'évolution. Donc là, on peut voir effectivement que le poids a augmenté, au niveau de l'eau, effectivement, ça a aussi énormément augmenté à plus de et demi à peu près C'est des 2,5. parcours éducatifs qui restent aussi personnalisés. On peut les Je sais aborder pas, il y a en quelqu'un qui consultation. parle C'est un derrière. support aux séances d'éducation thérapeutique collective. Et c'est quelque chose qu'on va essayer aussi de mettre en place prochainement. Et on peut Moi, voir si vous justement pouviez couper votre micro, s'il vous plaît. Ouais, Merci. Ouais, c'est bon. oui, pardon. Donc je reprends. Donc je disais qu'effectivement sur ce, on voit visuellement donc très rapidement. Donc là il y a que deux mesures, mais on verra tout à l'heure sur plusieurs mesures, c'est encore mieux. On voit effectivement qu'au niveau du poids, il y a une voilà le poids a augmenté, mais on voit aussi que l'eau a augmenté quasiment d'autant. Donc là pour le coup la personne n'a pas pris de la masse musculaire, mais de l'eau et aussi de la masse grasse. Voilà, donc c'est intéressant de le voir et on voit effectivement que la masse sèche pour le coup a diminué. Donc là, même s'il y a eu une prise de poids, voilà, on voit bien que au niveau de la composition corporelle, c'était pas ce qui était attendu. C'est pas la masse musculaire qui a augmenté. Du coup, moi bah, pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai qu'effectivement, je voyais que dans le chat, il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait avoir des graphes avant-après. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un historique qui vous permet de rapidement voir les évolutions, les évolutions des patients. Et je vais en profiter aussi pour répondre rapidement à une question qui a été posée. C'est qu'aujourd'hui, oui, on sait que la mesure avec les câbles et sans câble, en fait, a la même efficacité. Pourquoi? Parce qu'on a des données qui montrent qu'on obtient les mêmes impédances entre les modes de mesure. Et comme l'impédance, c'est la donnée d'entrée pour l'évaluation de la composition corporelle, en fait, on va obtenir les mêmes résultats. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir avoir des résultats équivalents entre les deux modes de mesure. Mais après, oui, d'un point de vue clinique, là, vous avez effectivement un parfait exemple de quelqu'un où vous dites, bah, il a gagné en poids, mais en fait, il y a une grosse perte de protéines. Et si je dois parler un peu plus vulgairement, la personne, elle est en train de se remplir d'eau. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose où, bah, d'un point de vue clinique, c'est intéressant de pouvoir le détecter pour prendre des décisions assez rapides.
Moi, je rajoute juste un point sur les données de reproductibilité entre avec ou sans câble. N'hésitez pas à télécharger en fait notre livret scientifique qui est sur notre site internet. Vous aurez toutes les publications et l'étude qui en parle, très récente. Alors justement là je vois deux questions aussi sur qu'on peut apporter. Donc juste rapidement le rapport entre la masse sèche la masse sèche et la masse musculaire. En fait, la masse sèche hors graisse, ça correspond à l'ensemble des protéines et des minéraux. Et votre muscle, en fait, c'est 25% de protéines, 75% d'eau. Et en général, en fait, les grandes variations protéiques que vous avez dans le corps entre deux moments, c'est pas des variations au niveau des organes, c'est majoritairement au niveau du muscle. Donc ça veut dire qu'en général, si on a une perte de, euh, de masse, de masse sèche, c'est en général qu'on a une perte de masse musculaire qui est associée. Après, comment, là, je vois une question, c'est comment c'est possible de perdre 1 kilo de masse sèche en quelques semaines. Bah là, on est dans le cadre de quelqu'un qui a un adénocarcinome, qui mange très peu de protéines, donc déjà un cancer extrêmement agressif, qui va induire une perte de masse musculaire, qui peut induire une perte de masse musculaire rapide avec quelqu'un qui ne mange pas de protéines, ou très peu. Donc du coup, après, moi, d'un point de vue théorique, ça ne me choque pas d'un point de vue de la clinique. Après, Nadine, je sais pas si toi, d'un point de vue de ce que tu observes sur le terrain, c'est des choses qui te paraissent logiques d'un point de vue des Alors résultats. c'est Oui, alors effectivement, donc cette patiente, même si effectivement on l'a mis en régime hyper calorique, hyper protidique, avec des compléments nutritionnels oraux, donc on était sur une alimentation un peu fractionnée, etc. Mais c'était quelqu'un qui ne mangeait pas énormément, donc effectivement, forcément, voilà, c'est bon. Après, ça explique aussi le fait que bon, même si elle a pris du poids parce qu'elle a remangé avant, enfin, on était sur une patiente qui mangeait très peu à l'entrée, qui s'est mise à remanger un petit peu plus, mais toujours insuffisamment. Donc forcément, voilà, il n'y a pas suffisamment de protéines. Donc ceci explique, je dirais, cela. Voilà. Oui, puis en plus, associé à ce type de cancer qui est connu pour justement, en plus, Mhm. alors je connais pas ces traitements, mais en plus les traitements sont très agressifs aussi pour le muscle. Mhm. C'est quelque chose qui peut largement s'expliquer, effectivement. Oui. Alors ici, donc, on a les deux cibles, donc le avant et le après. Donc on voit l'évolution au niveau de la masse grasse, de la masse musculaire, du volume hydrique. Donc c'est vrai que pour moi, au quotidien, quand on utilise l'impédance mètre, c'est pratique parce que d'un coup d'œil, en fait, on a les éléments principaux qui nous sautent aux yeux quand même. Donc ça, c'est important. Voilà, donc après, je sais pas, Étienne, si tu as quelque chose à Ouais. rajouter Bah, pour Là, l'explication. là, là, justement, c'est quand je dis que ça peut orienter, mais faut pas hésiter en fait à pas à relier des données entre elles, parce que là, par exemple, si on s'arrête à la cible et qu'on n'avait pas regardé l'historique avant, on pourrait se dire, bah génial, la personne, ok, elle a gagné beaucoup en eau, mais elle a gagné aussi beaucoup en muscle. Sauf qu'en Mhm. fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le muscle, c'est 75% d'eau. Et donc, du coup, si vous avez une surhydratation, vous aurez aussi une augmentation de votre masse musculaire. Et donc, en fait, faut pas hésiter, quand vous voyez justement des variations de masse musculaire, en fait, de regarder les variations hydriques à côté et de comparer avec aussi les variations de masse sèche en graisse. Pourquoi? Parce que là, on est dans un cas où la personne, si on s'arrêtait à la masse musculaire, on se dit, génial, ça a marché. Sauf qu'en fait, bah non, la personne, elle est extrême, elle est très surhydratée, et qu'en fait, on se rend compte que derrière, non, non, c'est pas ça. Donc, faut pas hésiter à justement, en fait, ne pas s'arrêter à un paramètre, mais essayer de regarder d'autres paramètres entre eux. Très souvent, pour la masse musculaire, moi, ce que je conseille, c'est vous regardez la masse musculaire, regardez les variations d'hydratation, enfin, regardez les variations de masse sèche, et vous avez à peu près comment vous allez s'adapter. Alors justement, sur cette cible, c'est la masse musculaire. Donc après, justement, c'est plutôt à partir de ça, il faut après regarder Mhm. euh, dans votre rapport pour pouvoir euh, adapter et regarder. Là, c'est que ça nous permet justement d'avoir quelque chose d'un peu plus proche. Alors voilà, justement, donc on a les cibles et ensuite on a effectivement cette synthèse qui est très importante et intéressante, puisqu'en fait, on va voir, du coup, au niveau de l'hydratation, comme disait Étienne, alors après, on le voit sur, c'était la slide d'après, je crois. Alors, on le voit ci en bas, les 78, Hmm. non, reviens, Ouais. pardon. En bas, donc, on a 78,37%. Donc, ça, c'est vrai que on voit qu'on est au-dessus de 72%, et ça veut dire que la personne, est-ce que la personne qui, merci.
enlever le micro, voilà. Donc, on voit effectivement que la personne est surhydratée. Et donc, c'est ce qui explique aussi, comme disait Étienne, le fait que, on avait la masse musculaire sur la cible qui avait augmenté pour le coup. Donc, après, je te laisse peut-être expliquer le détail de la SMI, du FFMI. Voilà. En fait, alors je voyais une question, c'est pourquoi l'IMC est dans le rouge au bout d'une semaine. C'est qu'il me semble que l'IMC de cette patiente, il restait quand même très bas au regard de des références. Donc s'il est passé dans le rouge, c'est qu'il était suffisamment bas en fait, et il passait en dessous les seuils. J'ai plus exactement On le souvenir, était, mais euh, tellement. on était à 18,4 et on est passé à 19,3 en Ouais, fait. alors en fait, je pense qu'aussi, vu les dates, c'est passé à un moment où on a modifié aussi, nous, nos résultats, parce comme on a un logiciel qui reste ouvert à des modifications, on a modifié les résultats, enfin l'affichage des résultats pour que l'IMC chez les personnes âgées en dessous de 22 soit affiché en rouge comme recommandé, justement par la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, donc c'est pour ça que juste, je pense que l'IMC passait dans le rouge au bout d'une semaine. Là, c'est plus, on va dire, un changement qui est lié au calculateur plutôt qu'un réel changement physiologique. Après, concernant en fait cette huile synthèse, effectivement, on voit comme tu le disais, qu'il y a une surhydratation qui est très très importante, hein. On est à 5% d'hydratation en plus. Euh, le, euh, Après, notamment au niveau de la masse musculaire, chez des personnes de plus de 70 ans, si vous voyez enfin, et en dessous chez tout le monde, si vous voyez une masse musculaire qui semble faible, il faut pas hésiter à regarder en fait la SMI, qui est l'index de masse musculaire squelettique appendicuaire, qui est au niveau de la Haute Autorité de Santé au niveau mondial, en fait, un outil qui peut vous permettre de détecter ou non la présence d'une sarcopénie. Donc, on vous donne quand même l'information qui reste interprétée. Ici, dans ce cadre-là, en fait, la personne, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la SMI qui correspond en fait plutôt à ce seuil-là, on voit qu'elle reste en dessous du seuil. Donc, en fait, moi, d'un point de vue, on va dire purement diagnostic, si la personne avait un grippe qui serait suffisamment bas, je pourrais considérer qu'elle est en sarcopénie. En fait, faut vraiment avoir les deux, c'est-à-dire le hand grip qui est inférieur à 16 kg chez les femmes et un ASMI qui est inférieur à 5,5 kg par mètre carré. Donc là, en fait, cette personne-là, elle a vraiment un déficit très important de masse musculaire. Et aussi, ce qui est intéressant, pourquoi on l'a mis, c'est au niveau de l'index de masse non grasse. En fait, l'index de masse non grasse, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé pour la partie des nutritions. Et en fait, il y a une limite chez les femmes qui est fixée à 15 kg par mètre carré. Et vous voyez qu'en fait, elle l'est tout autour. En fait, elle est vraiment à ce seuil-là. Donc, vous voyez qu'en fait, là, c'est que, c'est, le fait qu'elle soit repassée au-dessus ne veut pas dire que, en fait, d'un coup, elle va mieux. C'est non, non, elle reste quand même très proche. Et là où c'est intéressant, c'est que comme la masse non grasse, c'est l'eau, les protéines, les minéraux, en fait, ici, ce FFMI, il a augmenté juste parce que la personne est surhydratée en fait. Donc c'est là où c'est intéressant aussi. Pareil pour la SMI, c'est juste cette surhydratation très importante qui nous donne cette info. Donc justement, la tuile synthèse, en fait, là, son but, c'est aussi de pouvoir compléter les informations que vous avez dans la cible pour voir en fait rapidement, vous identifier des choses dans la cible, vous regardez la tuile synthèse et après vous pouvez suivre. Euh, alors après du coup, Juste, Étienne, oh avant d'enchaîner, oui, est-ce que tu pourrais répondre à une question qu'il y a dans le chat, oui, vraiment j'allais le d'éclaircir faire. la différence entre masse musculaire et masse sèche sur graisse? J'y ai répondu tout à l'heure. Ouais. Bon, ok. C'est bon, j'y ai répondu tout à l'heure. Euh, c'était donc à partir de quel âge l'IMC au-dessus de 22, c'est à partir de 70 ans. En fait, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, un IMC en dessous de 22 kg par mètre carré peut être considéré comme un critère phénotypique de dénutrition. Voilà, auquel il faut associer un critère étiologique. Donc après, au niveau de la fiabilité des mesures sur l'intervalle d'IMC, pour l'instant, à l'heure actuelle, sur les résultats qu'on obtient, c'est entre, on va dire, c'est plutôt, il y a une fiabilité des résultats que l'on connaît qui va être entre à peu près 17 kg par mètre carré jusqu'à un IMC de 40. Au-dessus de 40 et en dessous de 17, on peut pas forcément assurer la fiabilité des résultats, pas tant qui est lié à la
au fait qu'on est, en fait, on ne sait pas si les résultats sont vraiment fiables parce qu'on n'a pas encore de données qui peuvent le prouver. Mais comme les équations, mais les équations semblent fonctionner, ou en tout cas, s'il y a des différences, elles vont pas changer votre interprétation clinique. Donc après, par contre, pour revenir, alors la tuile synthèse, elle est présente uniquement que si vous possédez un Biodix Expert 3. Et si elle n'est pas affichée de manière automatique, vous devez aller la chercher dans les autres indicateurs. Et après, les index, en fait, la plupart des index, ici, dans la rubrique notice et assistance, vous avez une traduction de l'ensemble des index et vous avez aussi une traduction quand vous cliquez sur le i sur la tuile. Mais ici, pour ASMI, c'est Appendicular Skeletal Muscle Index. Voilà. Alors, donc là, on a un récapitulatif donc avec l'eau totale. Donc, on retrouve en bas, à gauche, les 78% donc, de surhydratation. Donc là, donc c'est marqué hydratation à regress élevé, forcément. La prise de poids, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lié aussi à cette importante prise d'eau. Et donc, du coup, c'est là qu'on voit, comme je disais aussi tout à l'heure, que c'est pas parce que l'IMC augmente que forcément la composition corporelle augmente, enfin, est meilleure et que la masse musculaire, si vous voulez, est suffisante. Donc là, pour le coup, donc tous ces petits indices nous permettent en fait euh, d'affiner en fait le diagnostic. Voilà. Pour moi, je sais que je regarde un petit peu tout parce que, comme disait Étienne tout à l'heure, ben, effectivement, si on regarde que l'IMC, eh ben oui, on se rend compte que ça suffit pas. Voilà. Il faut regarder que là, l'impédance mètre a vraiment, voilà, c'est là qu'il est très très utile au quotidien. Moi, je sais que je l'utilisais énormément l'année dernière. J'ai quand même dépisté quasiment 700 personnes grâce à ça. Donc, c'est quand même important. Après, là, du coup, juste, il y a plusieurs questions, notamment sur l'interprétation. Donc voilà, je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est donc, en fait, l'eau totale et l'hydratation vont vous donner une hydratation du corps global. Mais en fait, cette eau, elle doit bien se répartir entre le compartiment intra et le compartiment extracellulaire. Donc en fait, par exemple, pour une femme, on va considérer que que l'eau intracellulaire et c'est environ 58% du volume d'eau total et 42% pour l'eau extracellulaire. Dans le cadre de cette patiente, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des valeurs calculées juste au-dessus, 60% de son eau est contenue dans le compartiment intracellulaire et environ 40 dans le compartiment extracellulaire. Donc ça veut dire qu'en fait, si on doit le coupler au résultat à côté d'hydratation totale, en fait, ça veut dire que déjà, cette patiente, elle est surhydratée et cette eau va à l'intérieur des cellules. Alors, pourquoi j'avoue que c'est quelque chose qu'on observe assez souvent sur les mesures? Ça veut dire chez les personnes qui ont des masses musculaires très basses, dans des situations d'agression avec des contextes inflammatoires, des contextes pathologiques très importants. Après, moi, dans la littérature, j'ai pas trouvé d'explication mécanistique de pourquoi. Une des explications qui semble, c'est que le corps cherche à maintenir en fait l'intégrité cellulaire euh, et compenser la baisse de protéines en maintenant une hydratation très importante, mais c'est très très difficile à étudier. Mais là, du coup, vu comment en fait c'est l'interpréter, c'est effectivement comme on l'a vu avant, c'est que ce patient il n'a pas gagné en muscle. Euh, et que, euh, et que en fait, il a surtout gagné en eau et que cette eau, elle va à l'intérieur des compartiments intra-extracellulaires. Alors pour les valeurs normales, en fait, vous pouvez trouver toutes les valeurs normales de chaque paramètre sur la ligne référence estimée. Donc là, dans le cadre d'une femme, c'est 58% en intracellulaire et 42% en extracellulaire. Et chez les hommes, on est à 62% en intra et 38% en extra. Voilà. Ça, vous allez retrouver dans la tuile à chaque fois pour le donner.
Alors, donc ensuite, donc on a la possibilité de voir l'angle de phase. Voilà, alors là, on est passé d'un angle de phase de 5,2 à 4. Alors peut-être Étienne explique un petit peu plus en détail ce que c'est. Je pense que ça sera mieux. Alors là, ouais, là, après, je vais reprendre un peu plus, peut-être un peu plus la main sur cet indicateur. Donc l'angle de phase et le ratio d'impédance qu'on note hier. En fait, ces deux paramètres qui sont, contrairement à ceux qu'on a présentés avant, qui sont dépendants d'algorithmes, là, c'est des paramètres qui sont bioélectriques bruts, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont directement mesurés par le dispositif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, notamment sur l'angle de phase, aujourd'hui, on a énormément de données dans la littérature qui montrent qu'en fait, il est relié à l'état de santé global et notamment à l'état clinique. Et donc, en fait, une baisse de cet angle de phase, c'est notamment une dégradation de cet état clinique. En général, on considère qu'une différence significative entre deux mesures, c'est une variation de 0,3 degrés. Donc, vous comprenez ici que en une semaine et demie, 2 semaines, du coup, c'est en 9 jours, c'est ça, ou 11 jours, Oui, une baisse de 1,2 degré, c'est quelque chose de très impressionnant. Et notamment, en fait, si on voit une baisse de ce type, c'est vraiment se dire, bah, l'état de mon patient est en train de se dégrader. Après, là, ça rejoint un peu la clinique que tu as dû observer, Nadine, mais c'est effectivement une confirmation de ça. Ça veut dire que moi, par exemple, si je n'ai pas accès à toute la clinique à côté ou à tout ça, bah, en fait, ça peut constituer un signal d'alerte pour dire, bah, en fait, l'état de mon patient est en train de se dégrader. Donc voilà. Pour expliquer au niveau du ratio d'impédance, le ratio d'impédance, c'est un ratio entre l'impédance qu'on mesure à 200 kHz et l'impédance qu'on mesure à 5 kHz. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un paramètre qui est relié à l'inflammation. Et plus il est haut, plus il est élevé, et plus cette inflammation va être importante. Et en général, ce ratio d'impédance, il est compris entre 0,73 et 0,89. 0,89, vous avez des gens qui sont très très pathologiques et c'est une variation de 0,01 que l'on va considérer comme significative. Donc en fait, vous voyez qu'ici, une augmentation de 0,05, c'est très important et donc ça confirme en fait aussi bah, ce qu'on avait observé avec l'angle de phase et ce qui était observé avec la clinique, c'est que malgré l'amélioration pondérale, qui est en fait un gain d'eau, l'état clinique de la patiente est en train de se dégrader. Donc voilà, donc vous voyez qu'en fait c'est aussi un paramètre qui est intéressant pour pouvoir évaluer ce type de changement. Alors c'est vrai que dans un contexte hospitalier, je pense que Nadine, toi, tu as accès à plein de données qui peuvent te confirmer ça, mais dans une pratique libérale, ça peut servir aussi justement pour orienter pour être un signal d'alerte et réorienter le patient sur des choses ou poser des questions. Voilà. ok, donc là, bon, forcément, on voit la dégradation. Donc, du coup, par rapport aux conclusions, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, c'est que la prise de poids, forcément, elle est trompeuse puisque ça va, voilà, ça va pas identifier, du coup, ça va pas, voilà, nous montrer en fait que le patient, sa santé s'améliore. Il faut vraiment voir la composition corporelle. L'albumine, donc forcément, c'est faussement rassurant. Pourquoi? Parce que l'albuminémie, quand on l'a fait, de toute façon, ça ne sert pas à dépister la dénutrition, mais à qualifier la dénutrition. Donc, toute seule, ça sert à rien, on va dire. Enfin, je veux dire, on peut pas l'utiliser. Hein. Donc, ça, c'est les données de l'HAS depuis 2021. Donc, l'angle de phase. Donc là, on a vu qui descend, donc qui se dégrade. Donc, on a une dégradation de l'état clinique donc assez rapide de cette patiente, et on voit que la bioimpédance-métrie donc peut permettre de distinguer donc la récupération réelle versus la compensation électrique et tout ce qui est syndrome inflammatoire. Voilà. Donc, je sais pas si Étienne veut rajouter quelque chose. Alors, non, non, non. Après, la conclusion était très claire. C'est juste que voilà, ça résume bien, je pense, le cas de ce patient de ne pas s'arrêter justement à la prise de poids et d'aller plus loin. Juste avant de passer à la suite, je vais juste rappeler, effectivement, parce qu'il y a une question, il y a deux questions sur le ratio d'impédance. Donc, le ratio d'impédance, en fait, juste pour expliquer comment c'est calculé, c'est le rapport entre l'impédance qu'on mesure à 200 kHz sur le rapport sur l'impédance qu'on mesure à 5 kHz. Et en fait, ce ratio d'impédance, il est relié à l'état inflammatoire des gens. Plus ce ratio augmente, plus on a une inflammation qui est importante.
Euh, pour donner en fait les valeurs normales chez un homme, c'est souvent entre 0,73 et 0,60, pardon, 0,73 et 0,87-88. Chez une femme, on va plutôt être entre 0,75 et 0,89. Voilà. Cette différence, elle n'est pas forcément liée par le fait que les femmes ont plus d'inflammation que les hommes. C'est plus lié à des choses de répartition hydrique avec un peu plus de tissu adipeux. Voilà. C'est là, c'est pas, c'est plus lié à ces questions-là. Merci Étienne. Du coup, avant de passer avant la deuxième étude de cas, on va rappeler juste quelques bonnes pratiques du coup en bioimpédance-métrie. Effectivement, il s'agit pas de simplement mesurer, mais vraiment d'objectiver déjà l'état du patient. C'est-à-dire qu'on va pas regarder les mêmes indicateurs en fonction de l'objectif clinique. Dans le cas d'une perte de poids, on s'attarderait davantage sur la masse grasse, la masse musculaire et l'historique, par exemple. On a parlé de tout à l'heure de sarcopénie, donc c'est vrai que la synthèse apporte beaucoup d'index et de ratios qui sont intéressants comme l'ASMI, FFMI et bien d'autres. Dans un cas d'obésité sarcopénique, on pourrait regarder la masse musculaire totale sur le poids, l'angle de phase et la FMI. Donc voilà, donc c'est vraiment important de bien choisir les indicateurs en fonction de ce que vous regardez. Et donc, ça vient vraiment objectiver l'état du patient et pas juste mesurer et donner des valeurs. Si tu as ajouté quelque chose sur cette première pratique, Étienne. Ah, Non, non, non. Après, c'était surtout effectivement l'idée, c'est pas, on fournit énormément d'indicateurs. L'idée, c'est effectivement, ils ne sont pas tous utiles en fonction de ce que vous allez utiliser. Il faut vraiment les adapter en fait au type de patient, à ce que aussi, l'idée, c'est pas au type de patient, mais aussi à la thérapeutique que vous allez mettre en place. Par exemple, moi, venant un peu plus de l'activité physique adaptée, sur le cas précédent qu'on a donné, si la patiente était habillée en appât, l'idée pour moi, ça serait de lui faire augmenter sa masse musculaire. Donc, je vais plutôt regarder la masse musculaire ou d'autres choses et travailler, par exemple, en collaboration avec Nadine, justement pour voir ça et adapter la thérapeutique. Si j'avais un patient qui était en obésité, peut-être que mon objectif serait plutôt de lui faire perdre de la masse grasse d'abord. Donc, je regarderais la masse grasse. Donc, il faut aussi, en fait, l'idée, c'est à la fois de faire du dépistage, mais aussi de comment dire, de pouvoir évaluer l'efficacité de votre prise en charge pour que vous puissiez l'adapter derrière. Donc voilà, là, on vous résume un peu les grands indicateurs qui sont intéressants pour chaque situation. la deuxième bonne pratique, c'est vraiment de tenir compte des comportements hydriques. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a des risques de surinterpréter certaines évolutions. Quand il y a par exemple une variation d'eau corporelle, de penser qu'il y a vraiment un gain de masse musculaire, alors ça peut ne pas être le cas. La troisième pratique serait de vraiment privilégier le suivi dans le temps et de pas s'arrêter en fait, enfin de vraiment comparer le patient à lui-même et de pas isoler une valeur. Donc on rappelle qu'il faut des conditions de mesure qui soient standardisées. Cela dépend du moment de la journée, de la position. Il y a vraiment un protocole de mesure à bien respecter. On insiste beaucoup à mettre l'appareil donc sous les malléoles. Et quand vous faites une mesure, essayez de reproduire les mêmes conditions de la mesure, c'est-à-dire que quand elle est faite le matin, essayez de continuer à la faire le matin pour le patient. Ou si vous ne le faites pas, interprétez en conséquence. Euh, voilà pour le suivi dans le temps. Après, comme toute technique, elle a des limites. Donc, la technique, en fait, elle se base sur des algorithmes qui sont prédictives et des valeurs brutes. Mais forcément, il y a des limites qui sont inhérentes à la technique. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de considérer le suivi longitudinal plus une mesure isolée. Ensuite, comme l'a dit Étienne auparavant, c'est vraiment important d'associer la bioimpédance-métrie au fonctionnel et aussi à des tests biologiques pour avoir vraiment une approche globale du contexte clinique et donc des tests fonctionnels comme on les connaît avec le hand grip, la mobilité, test de chaise, etc. Et ensuite, on va aussi
c'est vraiment important d'impliquer le patient dans son parcours. Et c'est pour ça qu'on propose, nous aussi, une application qui s'appelle Biody Connect pour partager les résultats simplifiés aux patients. Vous pouvez aussi imprimer le rapport en PDF. Donc, c'est important que vraiment que vous donniez des messages qui soient simples, compréhensibles. Et si vous avez une valeur, en fait, qui, euh, qui est un petit peu une variation qui soit mineure, n'amenez pas le client dans une situation d'anxiété. C'est peut-être tout simplement lié justement aux conditions de la prise de mesure. Voilà. Si vous voyez qu'une mesure a mal été prise, ça peut arriver. N'hésitez pas en fait à la supprimer dans votre historique pour vraiment avoir un suivi qui soit cohérent. Je sais pas si tu veux rajouter Voilà. quelque chose, Étienne. Non, 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 parce que effectivement, en fait, faut juste rajouter par rapport à la reproductibilité des données et au fait standardisé. En fait, la bioimpédance-métrie, ça reste une technique qui de base, est sensible à l'état d'hydratation des gens. Et l'état d'hydratation, c'est quelque chose qui est souvent modifié. Mais en fait, c'est pas forcément, ça peut être une limite si on fait pas attention à cet état, notamment si on fait, ou qu'on peut pas le détecter. Mais dans l'idée, c'est que c'est pas forcément quelque chose de bloquant dans le sens où c'est un peu comme la mesure de tension artérielle. Si vous savez ce qui va modifier la mesure et si vous pouvez standardiser les conditions de mesure, bah, ça va vous assurer une bonne reproductibilité. Donc c'est faux. L'idée, c'est pas tant. Alors, je comprends tout à fait que sur le terrain, vous pouvez pas avoir les mêmes conditions que dans un laboratoire de recherche, hein. C'est pas ce que je dis, mais essayez de faire attention, par exemple, de essayer d'avoir tout le temps les gens le matin, de leur demander de boire suffisamment avant 30-40 minutes avant la mesure. Voilà, d'essayer de respecter ces choses-là pour essayer d'avoir une reproductibilité qui est à peu près la même. Je pense que par contre, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, donc Elodie, je pense qu'avant de passer au deuxième cas, si ça vous va, on va y répondre. C'était juste pour rappeler les intervalles de référence d'angle de phase de bonne santé chez les hommes et les femmes. Alors de manière très générale, en dessous de 4 degrés, 4,5 degrés, on commence vraiment à avoir un état clinique qui est dégradé. Et les valeurs normales chez les femmes, c'est à partir de 6 degrés, à peu près, et chez les hommes, à partir de 6 degrés 5. La difficulté, c'est que l'angle de phase, en fait, en termes de valeur, il dépend à la fois de votre IMC, à la fois de votre âge. Donc, c'est des données que je donne qui sont très générales, mais nous, on fournit des tableaux, justement, à partir de valeurs de référence qui vous donnent ces valeurs-là. N'hésitez pas à nous le demander pour qu'on vous l'envoie en fonction du Biodixpert 2 ou du Biodixpert 3. Parce que là, je les ai pas, j'ai des grands écarts en tête, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus précis et qui sera accessible tout le temps. Après, concernant en fait la récupération de l'état de santé chez l'adulte, pour l'instant, là, ce cas-là, il s'applique plutôt effectivement à des gens adultes parce qu'on peut évaluer l'hydratation chez les adultes. Actuellement, chez les enfants, c'est pas qu'on ne peut pas, mais on va dire que les algorithmes qui sont disponibles à l'heure actuelle pour évaluer l'hydratation chez les enfants, pour nous, ne sont pas suffisamment fiables actuellement pour être utilisés, donc on préfère pas les implanter pour l'instant. Donc après, je pense que pour être franc, répondre, répondre si on pourrait trouver un cas similaire chez les enfants, je ne sais pas, parce que j'avoue que j'ai pas suffisamment de connaissances sur la population pédiatrique pour répondre précisément. Mais en tout cas, pour l'instant, l'absence de volume hydrique chez l'enfant, c'est plus une limitation technique plutôt qu'une impossibilité. Mais ça peut changer avec des recherches qui sont adaptées. Euh, Après, oui, si jamais vous voulez abonder dans mon sens, vous n'hésitez pas à me... Oui, Voilà. juste, voilà, je vous montre en fait à quoi ressemble le tableau qui est Hmm. remis en fait pour l'angle de phase en fonction du sexe et en fonction de l'IMC et de l'âge. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Moi, je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver toutes ces données sur notre plateforme d'e-learning qui est réservée à nos clients. Où vous avez en fait des petites capsules conçues par Étienne avec tous les contenus sur chaque indicateur, sur les bases de la bioimpédance-métrie, sur les bases de la composition corporelle, et aussi 5 études de cas qui portent sur les sujets oncologie, obésité, diabète, sarcopénie, etc. Oh, juste parce que pour abonder dans ce sens-là, je vois une question sur la masse cellulaire active et la masse protéique métabolique. Alors dans ce webinaire, on va en parler très rapidement.
Mais si vous voulez justement des informations sur ça, il y a des capsules qui sont beaucoup plus précises dans le e-learning. Donc du coup, faut pas hésiter justement à y retourner pour Mm. pouvoir prendre plus de temps et avoir un peu plus d'informations. Après, juste pour deux questions rapidement. Donc, ce qui pourrait expliquer une masse sèche hors graisse diminuée. Après, ça dépend quand vous parlez de diminution, de la quantité de diminution, parce qu'on a une variabilité interne au dispositif de 300 grammes pour ce paramètre. Donc voilà, il faut voir ça. Après, avec une hydratation stable, il faut voir aussi si le volume d'eau baisse. Après, parfois, pour moi, c'est difficile de répondre sur cette question-là sans avoir d'autres informations, parce que ça dépend de plein de choses, du patient, de sa clinique ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Après, des hydratations où les gens restent bas malgré qu'ils boivent beaucoup, ça peut être que la personne ne garde pas son eau. En fait, l'hydratation, ça reste la balance entre l'apport et l'excrétion. Donc, par exemple, ça peut être, par exemple, chez les patients qui sont sous diurétique, mais en fait, ils vont expulser aussi beaucoup d'eau. Donc, potentiellement, il peut y avoir des pertes hydriques. Donc là, ça peut expliquer ça aussi. Après, il y a la qualité de l'apport. Alors désolé, je réponds un peu vite parce que je vois le temps filer et Mm. on a pas mal de choses à aborder aussi. Pour la perte de masse musculaire, on considère qu'une perte de masse musculaire normale, c'est 0,8% par an. Donc si c'est au-dessus de cette valeur, on peut considérer qu'il y a un problème. Ou en tout cas que c'est lié à quelque chose d'extérieur plutôt qu'à une variabilité euh, physiologique normale. Les mesures à partir de 16 ans, ça peut être OK si la personne a fini sa maturité. Voilà, c'est vraiment ça, c'est si elle a fini sa maturité. Et juste pour les bonnes pratiques, si vos patients, parfois les patients touchent la table, si la table n'est pas en métal, ça ne pose pas de problème. Et en fait, il faut juste pas de contact entre du métal et de la pollu. Voilà. Donc même si vous utilisez une chaise en métal, si les gens ont des habits, il y a pas de souci. Après, Elodie, on peut continuer si tu veux répondre plutôt à l'écrit sur la partie e-learning. Ça sera peut-être plus simple, je pense, parce que sinon on Mm. risque de manquer de temps. Ok, merci Étienne. Alors, donc, du coup, pour le cas patient numéro 2, donc c'est un homme de 46 ans, au début du suivi, pardon. Et donc j'ai terminé son suivi, il avait 49 ans. Donc ça fait quelque temps maintenant que je suis ce monsieur. Il fait 1,63 m. Donc son poids en août 2022 était de 52,7 kilos et en octobre 2025 de 50,4 kilos. Mais on verra qu'il y a eu quand même pas mal de... Voilà, ça a été assez fluctuant, on va dire. L'IMC au départ était de 19,8 kg par mètre carré, puis ensuite, donc en octobre 2025, on était à 19. Le hand grip, alors le 22,5, c'était le 25 octobre 2024, pour être précis, puisqu'on ne l'avait pas celui de 2022, et le 17,6, c'était donc en octobre 2025. Alors effectivement, ce patient, c'est un patient qui est diabétique de type 2, qui a eu donc ça, le diabète, il date de 2015. L'hyperthyroïdie a été diagnostiquée en juillet 2025. Il a un BPCO et de l'ostéoporose et également, donc j'ai oublié de le rajouter, il y a une hypertension artérielle. Donc l'albuminémie avait été dosée en octobre 2025, donc je n'ai pas celle d'avant. Il n'y avait pas eu de dosage par les médecins. Donc là, quand on regarde effectivement, la cible, on a un IMC qui est bas, une masse musculaire donc qui reste très très faible. Voilà, alors bas mais stable, oui, quand on regarde le début et la fin, mais vous verrez que c'est assez variable sur le suivi entre 2022 et 2025. Non, du coup, oui, pour juste très rapidement par rapport à la cible, on peut voir aussi que ce patient, il a une masse musculaire qui est extrêmement faible, qui a moins 4 kilos avec un hand grip qui est très bas. Donc, en fait, là, on pourrait le considérer vraiment, en fait, bah, on pourrait le considérer comme une sarcopénie ou en tout cas avec une dysfonction musculaire marquée qui doit l'impacter énormément dans la vie de tous les jours. Aussi, en plus de toutes ces pathologies qui restent très, très handicapantes.
Alors, donc là, on voit un petit peu donc tous ces passages donc sur l'hôpital. Donc, ça a commencé en août 2022. Donc, je l'ai vu la dernière fois donc en octobre 2025. Et on voit qu'au global, si on regarde la première et la dernière mesure, donc on a quand même une perte de poids, également une très grande enfin, une grosse perte de hydrique, hein, d'eau. Par contre, globalement, il a repris de la masse grasse. Et donc, quand même, on se rend compte qu'au niveau de la masse musculaire, on est un petit peu au-dessus par rapport à la première mesure. Voilà. Mais on se rend compte aussi que en juillet 2025, il était quand même, voilà, il avait pris de la masse musculaire et que malheureusement, c'est un petit peu redescendu entre-temps. Voilà. Donc, c'est un patient aussi, j'ai oublié de le préciser, qui, sur les derniers temps, là, sur 2025, avait tendance à être plutôt dépressif, ce monsieur. Voilà, sachant que la dernière fois qu'on l'a vu, il a eu quand même, on l'a amputé de 2 doigts. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'était pas, voilà, psychologiquement c'était compliqué pour lui. Au niveau des repas, on était obligé de passer tous les jours, même de le réveiller parce qu'il dormait énormément plutôt que de manger. Voilà, donc fractionner les repas. Enfin, ça a été, c'est un patient qui, voilà, qui était, qu'on a suivi de très très près en fait. Voilà, pour revenir à ces résultats-là en octobre. Alors après là justement très rapidement pour les questions, pour l'explication des marqueurs, là on va pas forcément avoir le temps de le faire. Et je vous renvoie vers l'e-learning en fait si vous y avez accès. Il y a vraiment toutes les explications de beaucoup plus détaillées pour l'interprétation. C'est fait pour ça, contrairement en fait au niveau de l'ostéoporose. Là, je sais pas parce que du coup, euh, ce patient-là, en fait, au niveau du contenu minéral osseux, ce qui est présenté, c'est que non, justement, il est au niveau de la limite en août 2022, donc il est plutôt proche de la limite. Après, au niveau de son ostéoporose, je sais pas quand est-ce qu'elle a été, quand est-ce qu'elle a été détectée, mais en fait, nous, on n'ambitionne pas de détecter de l'ostéoporose. On peut potentiellement indiquer de l'ostéopénie. Mais dans tous les cas, c'est le DEXA qui fait foi. C'est plus que lorsque vous avez un contenu minéral osseux qui est dans le vert clair, voire le orange, ça doit vous servir de signal d'alerte pour une confirmation via une ostéodensitométrie. Voilà, c'était pour répondre rapidement. Après, là, je vais enchaîner. Là, effectivement, ce qu'on voit, c'est entre août 2022 et octobre 2025, le patient, il s'est quand même assez fortement dégradé, notamment bah, avec ce dont tu parlais, Nadine, avec son épisode de dépression de juillet 2025 où on voit que bah, il gagne quand même un peu en masse grasse, mais surtout qu'il a perdu énormément de masse non grasse, notamment de masse musculaire. Et donc bah, son état global, c'est quand même très dégradé, effectivement. Donc là, du coup, donc on voit effectivement au niveau du FFMI, de la SMI, voilà que bon, on est toujours, enfin, on n'est pas bon, quoi, hein. Donc c'est inférieur au seuil recommandé par l'HAS. Donc là, ça confirme une dénutrition, hein. Donc il était en dénutrition sévère, hein, ce patient. Voilà. Donc, on voit aussi au niveau du hand grip, effectivement, que voilà, 14,1, on est largement en dessous des 27, hein, donc enfin, qui devrait atteindre, voilà, donc quelqu'un de très très faible et qui même avait du mal à manger assis à un moment donné, hein, faut le savoir, hein. Donc vraiment, voilà, les derniers temps, ça a été plutôt compliqué. Bon, voilà, on attend son retour, il devrait revenir peut-être bientôt, Mm. malheureusement. Après là, du coup, parce que je sais que j'ai vu la question tout à l'heure, en fait, FFMI, c'est pour Fat Free Mass Index, donc qui correspond à l'index de masse non grasse. Donc qui est utilisé aussi comme critère phénotypique de la dénutrition auprès de la HAS. Donc là, ce qui est intéressant, malheureusement pour ce monsieur, c'est que dès août 2022, en fait, son FFMI était déjà assez proche de la limite, avec un ASMI et donc l'index de masse musculaire squelettique des membres et un grip qui était déjà bas, donc ce qui donnait déjà des informations aussi sur sa fragilité. Là, on peut vraiment parler de fragilité d'un point de vue, on va dire, fonctionnel, pas sur le reste, mais d'un point de vue fonctionnel. Après, là, effectivement, tous les résultats, en fait, montrent bien il est quand même, et ça rejoint, comme tu disais, la clinique, qu'il est très faible. Quelque chose aussi, alors là, qui peut être intéressant, qui est un peu plus subtil à interpréter, c'était justement, en fait, le rapport masse musculaire sur poids, ici, qui est à 35%. Donc, en fait, la valeur limite, c'est 37%, mais normalement, il est utilisé plutôt dans l'obésité sarcopénique, c'est-à-dire que les gens ont pas assez de muscle par rapport à leur excès de poids total.
Là, c'est quand même assez, on va dire, impressionnant dans le sens, et ce qui rejoint la clinique, c'est que cette personne a un tel déficit de masse musculaire que même en étant dénutrie, sa masse musculaire est insuffisante au regard de son poids. Mais ce qui rejoint après, en fait, ce qui est cohérent avec le fait de ce que tu disais, où il avait même du mal à rester assis pour manger, parce qu'en fait, il a une masse musculaire qui est tellement faible, qui est tellement dysfonctionnelle que bah, ça l'impacte dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai intérêt à maintenir aussi cette masse musculaire. Là, on prend sur des cas très pathologiques, mais de manière générale. Voilà. Donc là, Donc ça là, confirme ce que... Oui, je te laisse. Allez, non, non, vas-y. vas-y, vas-y. Je pensais. Non, non, juste, Vas-y. j'allais dire que ça confirme en fait ce qu'on a dit jusqu'avant. Donc par rapport au contenu minéral osseux, on voit effectivement que par rapport à la référence estimée, il est quand même bien en dessous quand même. La masse sèche hors graisse, c'est pareil, hein. On voit qu'il devrait être au moins à 15,52 kilos, il est à 13,38. Voilà, donc on voit bien qu'effectivement, ben, tout se dégrade en fait, hein, au fur et à mesure. Voilà, donc les éléments au départ étaient quand même pas à ce point-là. Je veux dire, donc ça s'est dégradé. Donc on peut pas tout montrer effectivement là, mais bon, moi je sais que au fur et à mesure, on voit que voilà, que tout s'est dégradé progressivement, quoi. Alors pas quand c'était un peu Ouais. remonté à un moment donné, mais bon, ça a été, ça c'est pas resté longtemps malheureusement pour ce Du, patient. du- du- du coup, rapidement, justement, pour ces paramètres, pardon. Donc, la masse cellulaire active, ça correspond en fait à la quantité globale de cellules que vous avez dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on prend aussi l'intérêt de l'hydratation. Donc là, on voit que ce patient, bah, en fait, en quoi ça confirme, c'est qu'on voit qu'il a une quantité de cellules qui est beaucoup plus basse en termes de masse, donc ce qui confirme aussi. La masse protéique métabolique, ça vous donne une idée de la quantité de protéines intracellulaires. Donc pareil, on voit que bah, du coup, il y a un déficit de protéines. Et au niveau du contenu minéral osseux, on voit que son contenu minéral osseux, il est très bas, que sa masse sèche en graisse est très basse. Et donc du coup, qu'en fait, effectivement, c'est bien un patient bah, qui a un déficit protéique qui est extrêmement important, mais ce qui rejoint après tout le reste de la clinique sur la dysfonction musculaire et surtout toute sa fragilité, etc. Alors là, par Donc, rapport à l'angle de phase, on voit que par rapport au départ de 2022 et entre donc 2025, donc il y a eu quand même une chute. Alors au début, c'était un peu progressif et puis ensuite quand même, on a eu une chute très importante. Donc on voit que l'intégrité des cellules quand même, voilà que voilà au niveau de l'angle de phase que c'est pas bon du tout quand même, hein, que ce patient, voilà, il y a une dégradation qui a été vraiment très importante. Voilà, et donc effectivement, c'est en cohérence avec l'état clinique du patient, forcément. hmm. Donc là, c'est vraiment, on voit justement en fait la baisse drastique de 5,4 à 3,2. Ça correspond à sa perte de masse corporelle qui sont très importantes. Et en fait, alors moi, et après, ça rejoint aussi un peu ce que tu dis, c'est que depuis, ce patient, il n'a pas récupéré en fait. Il n'arrive pas à récupérer et donc du coup, son état clinique, il se maintient quand même assez bas. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen justement de voir un peu de manière externe d'autres paramètres. Donc là, donc les variations de poids, effectivement, des MC ne permettent pas de saisir bon, la réalité clinique, hein, il faut voir la globalité forcément. L'angle de phase, c'est comme on a dit, bon, c'est un signal d'alerte quand même qui permet de voir les modifications de l'état de santé, notamment l'intégrité de la cellule. La bioimpédancemétrie, donc du coup, elle a été utile puisqu'elle nous a aidé à voir au fur et à mesure la dégradation, je dirais, de la composition corporelle de ce patient. Et donc là, donc l'obtention des résultats objectifs permet de contrôler l'efficacité en fait de cette prise en charge aussi. Voilà. Donc bon, enfin, pour moi, en tout cas, pour terminer là-dessus, l'impédance-métrie nous aide vraiment énormément au quotidien. Si on l'avait pas, parfois on ne pourrait même pas diagnostiquer avec les éléments que nous avons toutes les dénutritions. Voilà, donc c'était juste pour quand même le souligner parce que c'est un bon outil, enfin qui est très utile au quotidien en tout cas. Je n'ai pas forcément de choses à rajouter, donc voilà. Comme ça, on peut passer peut-être à la conclusion et au moins aux questions s'il y en a d'autres, effectivement, parce qu'on a encore 5 minutes si vous avez d'autres questions. Après, je prends juste une question qui a été faite sur des patients qui sont amputés. Vous pouvez faire la mesure du bon côté.
donc, enfin du bon côté, du côté où où il y a le membre encore en entier, mettre soit le poids du patient sans son membre, soit le poids s'il avait encore son membre. Par contre, le problème, c'est que vous n'aurez pas forcément des valeurs représentatives justement de la vérité de ce patient, étant donné que les algorithmes ne sont pas prévus pour des membres qui sont amputés. Par contre, en termes de suivi, vous pouvez assurer un suivi de cette façon-là. Voilà, donc faut juste le faire du côté où il n'y a pas, donc là du côté droit, pardon. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors si j'en vois une, ok, effectivement, auquel je n'avais pas répondu. Peut-on avoir un bon capital osseux et une ostéoporose? C'est possible parce qu'on peut avoir des ostéoporoses localisées. En fait, l'ostéoporose, ça se définit comme une diminution de la densité osseuse. Et c'est possible d'avoir une ostéoporose localisée. Alors, pour des raisons que je potentiellement enfin, que je peux difficilement expliquer, n'étant pas un spécialiste de la physiologie osseuse. Mais c'est possible en fait que globalement on ait une bonne masse osseuse à l'échelle du corps entier, mais qu'à certains endroits on puisse avoir des faiblesses osseuses qui peuvent se traduire par des ostéoporoses. Donc ça peut être possible dans certains cas. Alors, le placement idéal de l'appareil par rapport à la malléole, je ne sais pas si Elodie, tu peux peut-être remettre l'image du début. Après, pour poser des questions, Oui, le oui. plus simple, c'est si vous pouvez les poser dans le chat, comme ça on peut les lire, ça facilite aussi. Parce que je vois que quelqu'un a levé la main, le plus simple, c'est justement de poser les questions dans le chat si c'est possible. Donc là, vous voyez la position de l'appareil sous les malléoles. Voilà. Est-ce que c'est Alors, Donc clair? c'est juste, su- juste pour l'expérience par rapport, donc c'est vrai qu'au début, j'avais le 2 d'impédance mètre. Il faut le mettre sous la malléole et il faut un peu l'incliner vers le haut. Si c'est perpendiculaire, la mesure n'est pas toujours, voilà, idéale. Je préfère le Alors dire. là, je rappelle que sur le schéma que vous voyez, c'est le Biodixpert 2. Depuis, donc, il y a une évolution au niveau de l'ergonomie aussi. Donc, il n'y a Mm. pas de bouton à pressuriser sur le côté. Ça reconnaît la peau. Donc, vous avez quatre électrodes, une ici, une derrière et deux ici. Donc, il suffit de positionner le pouce ici et au moins deux doigts ici et de venir placer l'appareil sous la malléole. Ça se fait très bien. Et il y a un guidage vocal et visuel pendant toute la mesure. Je sais pas du coup si c'est clair. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup, Étienne? Ouais, il y en a une dernière, enfin il y en a une notamment sur les valeurs pour le bon rapport masse musculaire sur poids. Alors pour les hommes, de manière générale, faut qu'ils soient supérieurs à 37%. Là, c'est vraiment empirique. On voit des rapports masse musculaire sur poids qui sont plutôt aux alentours de 40% chez les hommes. Quand on monte au-dessus de 43-44%, on a souvent des athlètes. Pour les femmes, c'est un peu plus bas juste parce qu'elles ont moins de masse musculaire de base. Il faut être au-dessus de 27,6%. Et en général, les valeurs normales sont comprises entre 32 et 36%. Mais vous avez largement des femmes au-dessus de 40% qui sont plutôt aussi des athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de masse musculaire au regard du poids pour améliorer les performances. Voilà. Bon, bah, je crois que il n'y a plus de questions dans le chat. Alors, pour la plateforme d'e-learning, en fait, c'est un accès qui est réservé à nos clients. Donc, si vous voulez avoir les codes, envoyez un email à academy@aminogramme.com, académie avec un Y à la fin, et on vous renverra les codes. Voilà. Alors, je vois juste une question, notamment l'utilisation chez les enfants. À l'heure actuelle, en fait, le Biodi Expert 3, alors, il peut pas être utilisé chez les enfants qui n'ont pas fini leur maturité. Pourquoi? C'est pas une faisabilité, c'est que les algorithmes qui sont intégrés pour la composition corporelle ne permettent pas d'obtenir une composition corporelle qui soit fiable. Voilà, c'est parce que c'est des algorithmes qui sont plutôt pour les adultes. Après, concernant, je vois que c'est la même personne qui suit dans un contexte d'infection au niveau de l'Afrique subsaharienne, le ratio d'impédance ainsi que l'angle de phase peuvent être utilisés par contre aussi chez les enfants ou chez les adultes dans un contexte d'infection justement pour faire le suivi. Voilà.
Après, concernant en fait au niveau de l'interprétation et des guides d'interprétation, l'idée c'est plutôt d'avoir tout le e-learning parce que vous aurez toutes les informations, donc plutôt vous tournez vers l'e-learning. Voilà. Et donc, ce webinaire sera disponible aussi en replay pour répondre à les questions de si vous pouvez avoir la présentation. En tout cas, vous aurez le replay qui vous sera envoyé euh, par mail. Voilà. Merci à Nadine, merci à Étienne et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, bonne journée. Bonne journée.